Alors revenons à la deuxième partie du chapitre transformation chimique et bilan de matière. C'est le dernier chapitre du programme de chimie du tronc commun scientifique. Alors, le bilan de matière. Définition. Déterminer le bilan de matière d'une transformation chimique revient à connaître la quantité de matière de chaque espèce chimique présente dans le système chimique, soit à l'état initial, intermédiaire et final. L'avancement de la transformation chimique X permet de déterminer le bilan de matière de cette transformation chimique. C'est-à-dire que c'est grâce à l'avancement X de cette transformation chimique qu'on peut déterminer son bilan de matière, comme on va voir par la suite. Tableau d'avancement d'une transformation chimique. Alors, c'est par l'intermédiaire du tableau d'avancement et de l'avancement X qu'on va pouvoir déterminer le bilan de matière d'une transformation chimique, c'est-à-dire calculer les quantités de matière des espèces chimiques présentes dans le système chimique à l'état initial, ou à l'état intermédiaire, ou à l'état final. Alors pour cela, on va considérer une équation chimique générale de la forme alpha A plus bêta B plus gamma C plus delta D. A, B, C, D. A, B, les réactifs, C, D, les produits. Alpha, bêta, gamma, delta sont les coefficients stoichiométriques. Alors voyons comment on peut remplir le tableau d'avancement d'une transformation chimique. On va considérer un tableau de 6 colonnes et de 5 lignes. Première ligne, équation chimique, puis dans l'autre cellule, on écrit notre équation chimique bien équilibrée. Il faut que l'équation chimique soit bien équilibrée, sinon on va commettre des erreurs et on va avoir des valeurs fausses concernant les quantités de matière calculées. Deuxième ligne, l'état, c'est-à-dire l'état de la transformation chimique, qui peut être l'état initial, intermédiaire, final, car on sait déjà qu'une transformation chimique passe par 3 états. L'état initial, qui correspond à l'instant où on mélange les réactifs. L'état initial correspond à l'instant où on mélange les réactifs. L'état intermédiaire, c'est l'état où les réactifs réagissent entre eux. L'état final correspond à l'arrêt de la transformation chimique. Alors, donc l'état initial, état intermédiaire, état final. Cette année-ci, on va s'intéresser uniquement à l'état initial et à l'état final, sans s'intéresser, sans étudier l'état intermédiaire. L'état intermédiaire, vous allez l'avoir en deuxième année bac, mais le tronc commun, pendant cette année, on va étudier seulement l'état initial et l'état final. Alors, là, l'avancement, c'est-à-dire la valeur de l'avancement de la réaction chimique. Puis, les quantités de matière. Dans ces colonnes-là, on va écrire les quantités de matière des produits et des réactifs. Alors, à l'état initial, l'avancement est nul. La valeur de l'avancement X est égale à 0. Pourquoi? Parce que la réaction n'a pas encore démarré, parce que les réactifs A et B n'ont pas encore réagi pour produire les produits. Car l'état initial correspond à l'instant, juste à l'instant où on mélange les réactifs. Donc, A, il n'y a pas encore les quantités de matière des réactifs ayant réagi est 0. Vous savez que la quantité de matière des réactifs ayant réagi, par exemple le réactif A sur son coefficient stoichiométrique est égal à X.
C'est-à-dire que la quantité de matière de A ayant réagi est égale à alpha x. Or, la quantité de matière de A ayant réagi à l'instant initial est égale à 0, donc x est égal à 0. La quantité de matière de A ayant réagi divisé par le coefficient symétrique alpha est égal à x par définition. Comme à l'état initial, le réactif A n'a pas encore réagi, alors la quantité de matière de A ayant réagi est nulle, et donc par la suite x est égal à 0, l'avancement est nul. Donc l'avancement il est toujours nul à l'état initial, donc c'est 0. À l'état intermédiaire, l'avancement c'est x. Pourquoi? Parce que à l'état intermédiaire, il y a une quantité de matière de A, de réactif A et de B qui a réagi. Donc x est non nul. Il prend une valeur non nulle, x. Qu'est-ce qui arrive avec le temps? Au fur et à mesure de la transformation chimique, la quantité de matière du réactif A ayant réagi augmente. La quantité de matière de A, du réactif A et de B ayant réagi augmente. Donc x augmente. Oh, donc x augmente à partir de 0. Donc x à l'état initial il est nul. Il augmente jusqu'à avoir une valeur, jusqu'à prendre une valeur maximale à l'état final. Donc à l'état final, la valeur, l'avancement x prend une valeur maximale. À l'état initial, l'avancement est nul. Et à l'état intermédiaire, beaucoup d'états intermédiaires, l'avancement x, il prend une valeur comprise entre 0 et x max. Donc l'avancement, il est toujours compris entre 0 et x max. 0 à l'état initial, x aux états intermédiaires, x max à l'état final. Les états intermédiaires ne sont pas le sujet de notre étude. Ils seraient rapportés au programme de deuxième année. Donc là, cette année, on va étudier seulement l'état initial et l'état final. Donc, à l'état initial, l'avancement est nul. À l'état intermédiaire, l'avancement vaut x. À l'état final, il vaut x max. C'est la valeur maximale. Donc, l'avancement, il prend une valeur maximale à l'état final. Alors, les quantités de matière. Les colonnes sous quantité de matière vont contenir les quantités de matière des réactifs et des produits. À l'état initial, la quantité de matière du réactif A, c'est N0A. 0 veut dire à l'état initial, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0, juste à l'instant où on mélange les réactifs. La quantité de matière du réactif B, c'est N0B. Alors, les quantités de matière de C et D sont nulles parce que l'état initial correspond à l'état où on mélange, correspond à l'instant où on mélange les réactifs A et B. Il n'y a pas encore formation de C et D, juste l'instant où on mélange les réactifs A et B. Après l'état initial, les réactifs A et B réagissent entre eux et donnent des produits. Alors qu'à l'état initial, les produits, il n'y a pas de produits parce que les réactifs A et B, ils viennent juste d'être mélangés, donc ils n'ont pas encore réagi entre eux. Donc la quantité de matière de C et de D, les quantités de matière de C et D sont nulles à l'état initial. Alors que les quantités de matière des réactifs sont maximales, ils prennent les valeurs initiales N0 à N0. Qu'est-ce qui se passe pendant la transformation? Pendant la transformation, à l'état intermédiaire, la quantité de matière de A diminue. La quantité de matière de B diminue. Alors que les quantités de matière des produits augmentent. Donc on va assister à la diminution des quantités de matière des réactifs, alors que va assister d'autre part à l'augmentation des quantités de matière des produits. Alors cherchons les quantités de matière restantes à l'état intermédiaire, à un instant t à l'état intermédiaire, la quantité de matière de A restante. Alors on va faire un petit raisonnement.
On sait que Na sur alpha ayant réagi est égal à x, donc la quantité de matière de A qui a réagi, c'est alpha x. Donc la quantité de matière de A qui reste, c'est la quantité de matière initiale de A moins la quantité de matière de A qui a réagi. La quantité restante de A, c'est la quantité initiale, quantité de matière initiale de A moins la quantité de matière qui a réagi. Or, la quantité de matière qui a réagi, d'après cette relation, c'est alpha x. Donc, Na restante, c'est N0A moins alpha x. Donc, la quantité de matière de A qui reste à l'état intermédiaire, c'est N0A moins alpha x. Donc, ici, on va écrire N0A moins alpha x. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? C'est la même chose, le même raisonnement. On sait que NB ayant réagi divisé par bêta est égal à x implique que NB ayant réagi est égal à bêta x. Donc, la quantité de matière de B qui a réagi, c'est bêta x. La quantité de B restante, qui reste, c'est la quantité de matière initiale moins la quantité de matière qui a réagi. C'est-à-dire N0B moins NBR. NBR, c'est bêta x, donc c'est N0B moins bêta x. N0B moins bêta x. Cherchons la quantité de matière de C produite et de D produite. Alors pour cela, voyons comment déterminer la quantité de matière produite de C et de D. Alors on sait que la quantité de matière de C, par définition, la quantité de matière de C divisée par sa coefficient stoichiométrique gamma est égale à x. Donc la quantité de matière de C produite est égale à gamma x. Gamma x. La quantité de matière de D produite divisée par delta, coefficient stoichiométrique, est égal à x. Donc la quantité de matière de D produite est égale à delta x. Delta x. Donc les quantités de matière restantes des réactifs, les quantités de matière produites des produits. À l'état final, il suffit de remplacer x par x max parce que l'avancement x prend une valeur maximale x max. Donc on va avoir quoi? N0A moins alpha x max. Remplacer x par x max. N0B moins bêta x max. Gamma x max. Delta x max. Voilà, c'est la méthode de remplissage du tableau d'avancement. Par la suite, après, on va remplir le tableau d'avancement sans raisonnement. Le raisonnement déjà fait ici, c'est juste pour vous expliquer pourquoi on a mis dans la colonne de A, N0A moins alpha x, N0, pourquoi moins alpha x, pourquoi. Après, on va directement remplir le tableau d'avancement sans parler par ces analyses, ces raisonnements. Donc, qu'est-ce qu'on met dans les colonnes respectives aux quantités de matière restante des réactifs? À l'état initial, N0A, à l'état intermédiaire, N0A moins le coefficient fois x. À l'état final, N0 moins alpha x max, coefficient fois x max. Ici, N0B moins le coefficient fois x. Là, le coefficient fois x. Le coefficient fois x. Le coefficient fois x. Donc, pour les réactifs, on retranche à la quantité de matière initiale le coefficient fois x, alors que pour les produits, on met le coefficient fois x. Alors, voyons comment déterminer le réactif limitant d'une transformation chimique. Qu'est-ce que c'est que le réactif limitant? C'est le réactif qui disparaît en premier. Quand on mélange les réactifs, alors des fois, il y a un réactif qui disparaît le premier. Le réactif qui disparaît le premier, on l'appelle le réactif limitant. Comment connaître le réactif limitant? C'est-à-dire comment savoir si c'est A ou B qui est le réactif limitant. Alors c'est simple, il suffit de comparer les quantités de matière initiale de chaque réactif divisé par son coefficient stoichiométrique. Si N0A divisé par alpha est inférieur à N0B divisé par bêta, alors le réactif limitant c'est A. Si N0B divisé par bêta est inférieur à N0A sur alpha, alors le réactif limitant c'est B.
Donc il faut comparer la quantité de matière divisée par le coefficient stéréométrique de chacun des réactifs. Voilà, on va apprendre ou bien on va comprendre tout à fait ces notions-là quand on passe aux exercices, aux devoirs que je vais vous donner. Calcul de l'avancement maximal. Alors comment on calcule l'avancement maximal X, max? Tout simplement, c'est l'avancement X max qui va nous permettre de déterminer le bilan de matière à l'état initial, c'est-à-dire la quantité de matière de A à l'état final, la quantité de matière de B à l'état final, de C à l'état final, de D à l'état final. Le bilan de matière à l'état final, ou bien connaître le bilan de matière à l'état final, c'est connaître la quantité de matière de A à l'état final, quantité de matière de B à l'état final, quantité de matière de C à l'état final, de D à l'état final. C'est Xmax qui va nous permettre de déterminer les quantités de matière des réactifs et des produits à l'état final. Alors comment on calcule Xmax? Xmax, c'est la plus petite valeur de ces valeurs-là. C'est-à-dire inf, Xmax égale inf, N0A sur alpha, N0B sur bêta. C'est-à-dire le plus petit de ces valeurs-là. Donc on calcule N0A, on calcule N0A divisé par alpha et on calcule N0B divisé par bêta. La plus petite valeur obtenue correspond à la valeur maximale de Xmax. Inf, c'est-à-dire la plus petite valeur de ces deux valeurs-là. Inf, ces deux valeurs, c'est-à-dire la plus petite valeur de ces valeurs-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.